Ok, ben salut à tous. On est en live, on est sur la page Facebook de Gamers Voice et on est aussi sur Twitch. Et aujourd'hui, on va parler de modélisation 3D puisqu'on est dimanche et il est 11 heures du matin. Et je suis avec Alexandre que vous pouvez voir en gros plan Bonjour. dans la vidéo. Là, c'est vrai que moi, on me voit un petit peu plus éloigné que toi. C'est assez marrant. Alors Ouais. avant qu'on commence, évidemment, Alexandre, comment ça va? Comment s'est passé ton super week-end, ou en tout cas demi-week-end, puisqu'il n'est pas encore fini? Oh, ça s'est très bien passé en fait, vu que vendredi, j'avais un peu moins de taf parce qu'on a eu des problèmes au niveau d'une boîte qui devait nous fournir. Donc on a fini beaucoup plus tôt le taf, ça a été beaucoup plus pépouze. Donc j'ai eu un week-end assez cool quoi. Et ben ce samedi ça a été cool aussi, hein. On a commencé un nouveau jeu vidéo avec ma copine qui beaucoup doivent connaître, qui s'appelle Darksider, hein, le quatrième opus Genesis, où on découvre enfin le personnage de Strife, donc Discord si je me trompe pas. Mhm. Et puis le soir, c'était un peu série. On est en train de se refaire toute la saison de Fear the Walking Dead. Waouh, 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 waouh. Bah écoute, bonne chance pour se retaper toute la saison. Ah, je vois que Bishmark Corleone nous regarde déjà sur Twitch. Salut à Bonjour. toi, Bishmark. Alors si jamais, évidemment, si vous avez des questions pendant le live, n'hésitez pas à les poser. Voilà, on reviendra dessus. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur notre serveur Discord qui est en lien dans la vidéo pour pouvoir participer avec nous si jamais vous aimez tout ce qui est modélisation 3D, impression 3D. Et moi, j'en profite avant qu'on commence. Ce soir à 18 h, il y aura la Coupe d'Alsace de Among Us. Il reste encore 2 ou 3 places si je ne m'abuse, donc n'hésitez pas à nous rejoindre justement sur Discord si vous avez envie de participer. Et alors Alexandre, qu'est-ce que tu vas nous faire aujourd'hui? Alors, avec ma conjointe, là, en ce moment, on s'est relancé sur un vieux projet qui avait été un projet qu'on devait réaliser pour notre deuxième année de 3D, qui avait été donné par un de nos profs, qui est la conception d'un labyrinthe. Donc, on devait créer un labyrinthe en 3D, le texturer, faire en sorte que les sections correspondent entre elles et tout, que ça matche. Et que après, par la suite, on devait l'intégrer sur Unity, donc le logiciel de jeux vidéo gratuit, hein, qui aujourd'hui fait beaucoup de choses. Donc là, je vais montrer surtout comment le modéliser, vu que moi, l'intégration Unity, le code, tout ça, c'est vraiment pas mon truc, hein. J'ai essayé, c'est catastrophique, je ne sais même pas par où commencer. Donc je vais montrer comment on peut faire des choses simples, très simplement, avec les outils qu'on a. Ici, ça va être le logiciel de 3D, donc 3ds Max, hein. Donc je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent ou pas. Dans la même catégorie, on a AutoCAD, mais qui lui est plus fait pour la création de pièces mécaniques. Et on a Maya, qui a été racheté récemment, enfin récemment, ça fait comme quelques années, mais c'est tout frais, quoi, qui a été racheté par Autodesk. Lui, il est beaucoup plus utilisé en animation. On peut faire de la modé ou des choses avec Maya, mais je le trouve un peu moins euh, interactif. Il est moins simple de prise en main que Max, je trouve. Mhm. Donc pour ça, et moi j'ai été formé sur 3ds Max aussi, c'est pour ça quoi. Alors Max est un bon logiciel. Par contre, c'est un peu une usine à vapeur, malheureusement. C'est un Mhm. logiciel qui chaque année essaye de s'améliorer et plutôt que de refondre l'interface graphique, refondre un peu tout, tous les boutons et tout ça et tout, à chaque fois il rajoute en fait. Il rajoute, il rajoute, il rajoute, il rajoute, ce qui fait que le logiciel permet beaucoup de choses, mais que des fois c'est pas optimal parce que c'est rajouté à la va-vite quoi. C'est un Alors, peu. avant qu'on commence, il y a justement Bishmark qui a une très bonne question. Mhm. Il demande, est-ce que la modélisation peut faire partie des impressions 3D? Ah oui, totalement. Totalement. C'est bah, comme on avait pu le voir sur la dernière vidéo qu'on avait fait. J'avais modélisé donc la tête de une des têtes de Haruhiro Harueri de Bleach. Mhm. Je l'ai modélisé, je l'ai exporté en OBJ pour après le convertir en STL. Et depuis ce fichier-là, on l'a imprimé en 3D et et là on est en train de le peindre en fait. Donc il est en train de sécher en ce moment. Il n'est pas totalement fini. Il faut que je passe plusieurs couches. Mais tu peux modéliser et imprimer par la suite. Et c'est d'ailleurs mieux de le faire soi-même
pour après l'imprimer, parce que généralement, Mhm. tu as une topologie assez clean. En fait, tu as donc un maillage qui est très très clean. Il n'y a pas si longtemps, il y a une personne qui voulait imprimer une partie d'un blaster de, si je me trompe pas, de Stormtrooper. Il m'avait envoyé Mhm. le fichier, il m'a dit, est-ce que tu peux me le découper? Le maillage était chaotique. J'ai réussi à faire ce qu'il fallait faire, mais c'était tellement chaotique en fait que je me suis demandé est-ce que c'est possible quoi. Heureusement, ZBrush m'a permis de le faire assez rapidement, mais sur le coup, je m'étais dit est-ce que je vais pouvoir le faire avec un maillage aussi mal fichu quoi. Ok, bah écoute, Bishmark, n'hésite pas à nous dire si la réponse te satisfait ou si tu as d'autres questions. Et évidemment, bah, pour ceux qui nous regardent, si vous avez d'autres questions, d'ailleurs, peut-être que Dominique sera avec nous encore aujourd'hui. Donc Dominique, si jamais tu as des questions ou tu as des interventions sur la musique de fond, n'hésite pas. Voilà, voilà. Bon, bah alors je pense qu'on va commencer un peu à montrer. Donc, comme vous le voyez là, vous avez l'interface de 3ds Max. Alors, comme pour ZBrush, il y a beaucoup d'outils qui vont vous servir. Quand on commence là-dedans, on se dit à quoi servent tous ces petits boutons. Vous verrez que c'est généralement comme ZBrush, on utilise toujours les mêmes à peu près. Et donc, ça devient répétitif par la suite. Donc là, pour créer un labyrinthe, bah, qu'est-ce qu'on va faire déjà? Alors, là déjà, on rentre dans un sujet un peu vif. C'est que Max, ce qui est bien avec lui, c'est qu'on peut aller ici, donc dans les Customize, on peut aller dans Unit Setup, qui va donc te configurer le type de métrage que tu veux utiliser. Donc si je rentre là-dedans, je peux l'avoir en centimètres, je peux l'avoir en mètres, je peux l'avoir en kilomètres. Dans le jeu vidéo, c'est assez important parce que en fait, quand on va exporter ça dans des moteurs de jeux vidéo, le moteur de jeu vidéo, lui, va avoir une référence de 1 par 1. C'est-à-dire que il va se baser sur le métrique qu'on utilise avec le logiciel, qu'on a modélisé. Donc si je lui dis que c'est en kilomètres, bah pour Unity, il va dire bon ok, le truc est en 1 kilomètre. Donc ça veut dire que tout ce qui va exporter va être en kilomètres. Et après, si j'importe un truc en mètres, bah il va le faire plus petit. Il va dire ouais, mais le problème c'est que là, ça c'est 100 kilomètres, ça c'est 100 mètres, c'est pas pareil quoi. Mhm. Donc généralement, on préfère travailler en mètres. On peut aller dans le système, parce que le truc, ce qu'on peut faire avec Max, c'est qu'on peut dire oui, je veux travailler en mètres, mais je veux que l'unité 1 soit par exemple en centimètres. Et ça, on veut pas parce que ça va créer des incohérences au niveau de la justesse du métrage. On va lui dire je veux que ce soit du mètre par mètre. C'est pas 1 mètre égale 1 centimètre, par exemple, quoi. Ou Mhm. un mètre égale 1 kilomètre. Il faut qu'on le dise, c'est du mètre par mètre. On valide. Et maintenant, pour commencer à modéliser, bah, c'est tout simple. Vous avez ici cette petite toolbar avec plein d'icônes. On va y revenir plus tard. On va déjà commencer par le simple. Là, vous avez des petits icônes. Là, ça, c'est pour dire, voilà, géométrie. Alors, il y a un petit truc qui cache, mais il y a écrit géométrie. Mhm. Après, ici, géométrie, on a les shapes, on a les lumières, on a les caméras, on a tout ce qui est helper. Donc, les helpers, ça, c'est encore plus compliqué. Ça, c'est surtout pour l'animation qu'on les utilise. Ceux-là, c'est pas vraiment pour la modélisation. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est de modéliser. Donc là, on voit qu'on a plein de petits boutons. On peut faire une boîte, on peut faire une sphère, on peut faire un cylindre. Torus, je sais plus trop ce que c'est. Ah, bah c'est un donut. Voilà, ok. Donuts, on peut faire. Alors, pour ceux qui nous regardent, je me pose la question si Alexandre n'a pas eu un petit bug. Je ne sais pas si ceux qui nous regardent, vous aussi, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, hein. Je rappelle encore une fois, hein, qu'on est en live, qu'on est chacun chez soi et que cela peut arriver malheureusement d'avoir des petits problèmes de connexion. Oui, donc je vois effectivement dans le chat qu'il y a un petit bug. Voilà, donc vous ne me voyez plus que moi. Donc effectivement, c'est vrai que la semaine dernière, on a déjà eu ce petit problème avec la connexion d'Alexandre, puisque nous ne sommes malheureusement pas tous
au même endroit. Alors j'en profite pour ceux qui nous regardent. Derrière moi, vous, les X-Men juste derrière moi avec Wolverine, Diablo et Shadowcat, et je vois qu'Alexandre est de retour. Alors Désolé. Alexandre, tu as eu un petit bug. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai Chrome qui a totalement freeze en fait. Ah là là. Je ne sais pas. Donc, désolé pour cette petite interruption. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je pouvais même plus accéder à mon Chrome. Toucher manuellement, il voulait pas. Heureusement, j'ai une petite sortie de secours, donc ça s'est bien passé. Donc oui, comme dit, vous avez plein de petits boutons qui vont vous permettre à modéliser. Et vous en avez d'autres. Vous pouvez même aller ici dans ce menu déroulant et avoir plein d'autres petites choses. J'ai pas encore tout exploré, mais je sais qu'il a beaucoup de possibilités. Donc, tout simple, on va créer une box. Quand vous cliquez sur la box, vous pouvez voir que vous avez des paramètres ici. Donc, length, width, height. Donc ça, ce sont les paramètres X, Y, Z, hein, c'est-à-dire longueur, largeur, profondeur. Donc, juste aller où on veut, cliquer. Alors, est-ce que Alexandre est toujours avec moi? Car j'ai l'impression qu'il a encore refreeze. Sinon, pour répondre à la question qui a été posée dans le chat par Bichmark, et oui, ça va très bien. Et malheureusement, nous avons quelques bugs techniques. Alors, ce n'est pas pour une fois la connexion, mais apparemment, c'est tout simplement Google Chrome qui fait des chiennes chez Alexandre. Ça arrive, ça arrive. Bon, heureusement, je crois que il a peut-être un autre ordinateur, donc on verra s'il revient. Sinon, est-ce que tu as d'autres questions à poser, Bichmark? Et j'en profite, je vois qu'il y a pas mal de personnes qui nous regardent. Donc, pour rappel, ce soir à 18h, il y aura la Coupe d'Alsace d'Among Us pour ceux que ça intéresse. Et donc, je vous invite à nous rejoindre sur notre Discord et à vous inscrire pour la Coupe d'Alsace d'Among Us. Il reste encore 2 ou 3 places et vous pourrez participer. Évidemment, il y a rien à gagner si ce n'est une tape sur l'épaule et le titre de champion d'Alsace d'Among Us. Vous gagnerez un petit titre sur notre Discord. On est quasiment 250 actuellement sur le Discord de Gamers Voice. Donc voilà, si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas. Et vous aurez aussi la possibilité de parler de plein d'autres choses. Hein, si vous vous intéressez aux jeux vidéo et à tout ça. Ah. Alors, Alexandre m'envoie un message en me disant qu'il a dû relancer son ordinateur. Donc voilà, il va revenir, mais ça va prendre un peu plus de temps que prévu. J'espère que d'ici midi, on aura le temps d'arriver au bout un petit peu de ce live. Et j'en profite aussi pour ceux qui nous regardent, si jamais vous avez des questions sur la modélisation 3D, sur l'impression 3D, ou si vous avez même peut-être pour un prochain live des envies qu'on fasse quelque chose un peu de particulier, hein, puisque vous le voyez sur les vidéos précédentes que je vous invite à regarder, qui sont disponibles donc sur notre Facebook et aussi sur notre YouTube Gamers Voice. Vous pouvez voir un petit peu les différents travaux que fait Alexandre. Donc, si jamais il y a des choses qui peuvent vous intéresser dans le domaine de la modélisation 3D, n'hésitez pas à nous dire s'il y a quelque chose que vous aimeriez faire. Il y avait un live dans lequel on discutait aussi justement peut-être de figurines de Warhammer 40 000, ce genre de choses. Donc si vous êtes intéressé par ce genre de présentation, n'hésitez pas. Alors Alexandre, est-ce que tu as réussi à faire en sorte que Google Chrome t'obéisse enfin? Je ne sais pas. Je sais pas ce qu'il a en ce moment. Enfin, il m'avait déjà... Je sais pas où est le souci. Il me fait comme une espèce de blocking total, comme s'il se fermait en fait, et après j'ai plus aucun accès sur lui, quoi. Il veut plus marcher. Je sais pas d'où ça vient. Vraiment Ah, pas. il est capricieux. Oui, enfin, il est capricieux, ça devrait être un logiciel stabilisé quand même, normalement. Vu les milliards qu'il génère chaque année.
Oui, mais même un Ils navigateur ont, web a le droit de piquer sa crise de temps en temps. oui, surtout que les trucs, ça doit tellement, je veux dire, bon, je sais plus combien de milliards de personnes on est en ce moment sur Terre, vu que ça change tout chaque jour, quoi. 3 naissances pour 2 décès, si je me trompe pas, à travers le monde. Si ça a pas changé, moi je cite mes cours. Et si chaque personne à travers le monde a Internet, je pense que les serveurs ils doivent chauffer, hein. Donc, on disait donc que pour faire la modélisation 3D, c'est comme Google, hein, les logiciels eux aussi ont des petits caprices, hein. Des fois, ils vont vous faire des Mhm. trucs, vous comprenez pas pourquoi, alors que vous avez fait tout dans les règles de l'art. Donc, on veut créer une boîte. Cette boîte qu'on va pouvoir paramétrer. Donc, comme j'ai dit, vous cliquez, restez cliqué, donc un clic gauche. Mhm. Under, son clic, c'est le droit. Tout le monde utilise le gauche à travers le monde. Lui, pour sélectionner, pour déplacer ou pour drag and drop, c'est le droit. Ne me demandez pas pourquoi, ils ont fait ça comme ça. Donc, clic gauche enfoncé, vous tirez, vous lâchez votre clic gauche et il vous permet. Alors, bah, je crois qu'on a à nouveau un petit bug de la part d'Alexandre. Et alors, j'espère évidemment que c'est une bonne occasion, hein, le fait qu'il ait des petits bugs comme ça, puisque en fait, voilà, il lui reprend à chaque fois ce qu'il était en train de dire. Donc, ça peut prendre, ça vous permet en tout cas pour ceux qui nous regardent, hein, de, bah, de voir de manière assez lente comment ça évolue. De faire là. Euh, ah, alors je vois qu'Alexandre revient. Il y a des petites coupures. Encore une fois, on est en live, hein, voilà. Ce sont des choses qui arrivent malheureusement. On verra si on va aller jusqu'au bout du live. Ah, et donc Alexandre est à nouveau parti. Malheureusement, Google Chrome, comme je l'ai dit, fait sans doute des siennes. Alors, encore une fois, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et pour ceux qui nous regardent, puisque je vois qu'il y a des gens qui nous regardent, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre Discord si vous avez envie bah, tout simplement de discuter avec nous, ou si vous avez envie de participer ce soir à notre coupe Among Us. Il reste encore des places, donc c'est l'occasion pour vous de tenter. Et bah écoutez, sinon, si vous avez des questions aussi sur peut-être notre association Gamers Voice, n'hésitez pas à nous les poser. Et je reviens donc à ce que je disais au début. Oui, derrière moi, il y a les posters. Vous pouvez voir Wolverine et Diablo. Et aussi, juste au-dessus, vous avez des posters géants. Voilà. Si ça vous intéresse, on est aussi... enfin, il y a énormément de fans de culture pop dans notre association. Donc, si vous avez envie de parler de manga, comics, bande dessinée, films, séries télé, n'hésitez pas, hein. Sur notre Discord, on est ouvert à énormément de sujets. Je ne sais pas si peut-être Dominique ou Bichmar qui sont en train de nous regarder, vous avez peut-être des questions à sur un petit peu la customisation des consoles. Donc oui, hein, pour répondre à tout le monde par rapport à la question de Bichmark, vous pouvez très bien imaginer faire le design vous-même, je ne sais pas, d'une manette, faire l'impression 3D de votre manette. Et après, bon, c'est de la mécatronique, hein. Ça va être tout simplement le design de la manette. En fait, c'est ce qu'on appelle votre coffrage. Donc, ça va être tout simplement ensuite de remplir votre manette avec les éléments techniques, et ensuite vous vous coffrez pour quelle est l'apparence que vous voulez. Et je vois que Alexandre est de retour. Ouais. Alors, Alexandre, ce Google Chrome, il est vraiment capricieux aujourd'hui. Mais je sais pas ce qu'il a. Je sais pas ce qu'il a, surtout que j'ai redémarré la machine, donc je pense que je vais le désinstaller, le réinstaller, hein. Il n'y a pas trop de 36 solutions. Mais je pense que je vais repasser sur Firefox, hein, qui est un peu plus stable, quoi. Mhm. Ah là Bon, là, ce Firefox.
Ce bon vieux Alors, Firefox. j'en profite le temps que on revienne. On avait des questions de Bishmark. Ouais. Et donc j'en ai un petit peu parlé. Donc Bishmark nous disait qu'il avait envie de personnaliser sa manette PS5 à l'aide de la modélisation et de l'impression 3D. Ouais. Est-ce que tu aurais des conseils peut-être à lui donner le temps que ça redémarre? Alors, c'est faisable, hein, c'est entièrement faisable. Le seul truc à savoir, en fait, c'est qu'il faudra donc les bonnes dimensions de ta manette, hein. Il avait dit PS5, c'est ça? Ouais, une Ok, magnifique PS5. voilà. Donc il faudrait avoir un plan, soit un modèle déjà importable 3D de la manette. Je pense que ça peut se trouver, peut-être pas encore actuellement parce que la console elle est toute fraîche, hein. Trouver soit une modélisation, soit un plan. Et après, il faudrait mettre ce plan en, si je pourrais dire, en fond d'écran sur 3ds Max, qui va servir de santé, qui va servir de référence en vue de face et de profil, et modéliser par la suite. Alors ça, je pourrais montrer comment faire ça à notre prochaine intervention. C'est faisable, mais comme dit, il faut alors avoir les dimensions exactes de ta manette. Et aussi l'épaisseur, parce que je ne sais pas s'il veut entièrement démonter la manette, créer une manette customisable et remettre les composants dedans pour le refermer par la suite. Ou est-ce qu'il veut Bah créer une écoute, coque autour? Bishmark, toi qui nous regarde, n'hésite pas. Alors il a mis oui. Alors j'imagine qu'il veut créer une coque autour, tout simplement. Bah alors là, justement, ouais, va falloir avoir les plans exacts de la manette pour avoir bien toutes les dimensions, bien tous les écarts qu'il y a entre chaque entrée de vis et tout ça. Et il faut savoir aussi que les manettes ont des espèces de loquets pour bien incrémenter les composants. Ça peut se modéliser, mais c'est un travail de titan, hein. Et il faut qu'il soit juste à la perfection. Et quand je dis juste à la perfection, c'est pas 1 mm d'écart. Ce pourquoi, justement, quand on va justement, comme j'avais dit, dans Customize Unit Setup, bien paramétrer tous les... Alors, bien sûr, une manette de PS5, je pense que ça se bosse en millimètres, si je me trompe pas. Je crois que pour ce genre de plan, c'est des millimètres. Donc, tout ce qu'il y aura à faire, c'est dire ici, je veux des millimètres, et là, je veux des millimètres. Et après, valider avec OK, c'est tout. Ok. Alors Bishmark me dit qu'il a un projet de manette personnalisée. Eh bien, Bishmark, je t'invite à nous rejoindre plus en détail dans le forum modélisation 3D de ça, et peut-être que justement la prochaine fois avec Alexandre, on pourra présenter peut-être comment personnaliser une manette de PS5. Si j'arrive à trouver les plans. C'est Sony quand même. Les plans sont très... À un moment, ils vont fuiter par les fans qui vont, je pense, la démonter et montrer un peu comment c'est fait. Mais vu que là, la console est fraîche, je sais pas. Je peux regarder hein, si on peut trouver des plans de manette de PS5 vite fait, bien fait. Maintenant, hop, pardon, hop. Voilà. Alors revenons à nos moutons, Alexandre. Ouais. Alors, comme dit, donc pour modéliser, on va utiliser une boîte. Donc, on revient, hop, je tire, je lâche, et tout ça. Et ce qu'on va faire, c'est utiliser ces outils-là pour la plupart du temps. Là, nous avons donc le move. Le move, c'est clairement, je peux bouger sur Y, sur X, sur Z. Si je veux bouger sur X et Z, je peux utiliser le petit carré qui est là. On voit que il me met tout en surbrillance jaune et je peux le bouger comme ça. Et on peut faire pareil pour X et Y ou Y et Z. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que là en bas, on voit X, Y, Z. Et ça, en fait, ce sont les positionnements de votre objet dans l'espace. Donc là, on voit que si je devais le mettre en top,
mais pas comme ça. Il me faut le bon top. Non, je veux le nord au nord. Voilà. On voit que donc, ce point-là, qui est le point central de votre objet, ce qu'on appelle un point de pivot, est situé à moins 14,338 mètres sur l'axe des X, à moins 15 sur l'axe des Y, et à 5 mètres sur l'axe des Z, c'est-à-dire qu'en hauteur, il est à 5 mètres. Mais ce que nous, on veut, c'est qu'il soit centré. Alors, pourquoi on centre un objet? C'est pour que quand on va l'importer dans notre logiciel aussi de jeux vidéo, que les objets soient au centre du monde. Parce que imaginez si vous placiez l'objet à 20 mètres au loin et tout ça, vous l'importez dans votre scène, des fois la scène, elle est très grande, vous êtes là, purée, il est passé où cet objet, je le trouve plus dans ma scène et tout, je dois le chercher je sais pas où et tout. Et après, vous vous rendez compte, ah, il rentrait dans le décor, c'est pour ça que je l'ai pas trouvé. Alors que si vous le mettez au centre du monde, vos objets vont apparaître systématiquement au centre du monde, vous n'aurez pas à les chercher pendant 20 ans, vous aurez juste à aller au centre du monde de votre logiciel et vous savez que votre objet se trouve ici. Donc là, nous avons notre petit cube et nous allons lui donner des proportions un peu plus justes. Donc on va dire ça, je pense qu'un petit 5 mètres fera l'affaire, même un petit 7, hein, ça fera l'affaire. Lui, on va le faire à 5. Et la hauteur, je pense qu'une hauteur de plafond, ça doit être du 2 mètres, quelque chose comme ça. Donc là, alors pourquoi est-ce que je fais ça? C'est quelque chose de très simple. Il faut que les dimensions de vos objets soient au plus juste possible, même dans le jeu vidéo. C'est-à-dire que si un personnage fera 1,85 m, il faut qu'il fasse 1,85 m. Il ne doit pas faire 300 mètres, quoi. Alors pourquoi est-ce je dis ça? C'est surtout que quand on va créer l'univers, un objet très grand va demander beaucoup de ressources. Donc, autant être le plus juste possible et aussi le faire à une taille réelle permettra aux textures d'être mieux vues. Un objet très petit aura des petites textures. Si vous prenez l'exemple de StarCraft, les personnages ils sont pas plus hauts que ça, à tout casser, hein, c'est vraiment des tout petits personnages. On va pas utiliser une texture en height définition. On va utiliser une petite texture toute simple parce que l'objet n'aura pas besoin d'être vu de près ou de très près. Alors qu'un objet, voilà, comme vous créez un labyrinthe qui va ressembler à un truc genre Resident Evil ou même BioShock, vous devrez voir des fois un peu les décors des murs et tout ça, donc il faut un objet d'une bonne taille. Donc maintenant qu'on a fait cet objet avec à peu près les bonnes proportions, on va aller dans cette petite fenêtre où là il vous dit « je suis une boîte ». Je dis « ok, mais je ne veux plus que tu sois une boîte ». J'ai fait donc un clic droit sur cette fenêtre et je lui dis « je veux que tu sois quelque chose d'éditable ». Et là, quand je vais cliquer, hop, il m'ouvre un nouveau panneau de contrôle. Et ce panneau de contrôle va permettre plusieurs choses. De bouger les points. Donc là, si je clique, vous voyez qu'il y a des petits points bleus qui sont apparus. Je peux bouger des lignes. Donc là, si je survole une ligne et que je la clique, vous voyez que je peux la bouger. Ça, c'est sélectionner des lignes au complet, mais il faut que la surface soit vide, en fait. C'est-à-dire que si je voulais faire ça, je devrais avoir un trou là, un trou là. Et après, je peux sélectionner tout ça ou tout ça. Là, on peut sélectionner les faces. Donc, cette face, cette face, cette face. Ou je peux sélectionner l'élément. Tout ceci. Donc là, vous avez votre premier couloir de labyrinthe. Donc, ce fut très simple. On a pris une boîte, on a mis les bonnes dimensions, on a transformé en éditable poly et on a créé une ouverture. Maintenant,
qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ça? C'est se dire, bon, bah, on peut commencer à attaquer un peu la décoration de ce petit élément. Je vais vous montrer après comment faire une section en L, en T, mais on va déjà faire les textures. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir partir de cet objet pour créer d'autres sections déjà texturées et qu'on va pouvoir mettre assembler ensemble en fait. Donc là, ce que je vais faire, je vais aller sur ce petit menu déroulant. Là, vous avez encore plein de propriétés. Vous pouvez faire beaucoup de choses avec ça. Mais moi, ce qui va m'intéresser, c'est l'Unwrap UVW. Donc en fait, on va ouvrir ça. Vous prenez l'exemple d'un rouleau de sopalin, par exemple. Si vous vouliez le mettre à plat, vous allez découper dans le sens de la longueur pour le mettre à plat. Ou par exemple, je ne sais pas si quand vous étiez petit, vous aviez déjà fait des petits dés en papier. Donc vous le dessinez sur une feuille, vous faisiez cette espèce de croix avec les petites languettes et tout ça. Vous mettiez des points de colle, vous le réassemblez, vous faisiez un petit dé en papier. Bah, c'est exactement ce qu'on va faire à cet objet. On va lui dire « Je veux te mettre à plat ». Donc j'ouvre. Donc je suis allé un peu vite, donc je vais vous montrer. Tout ce que j'ai fait, c'est que sur les UVW, je suis allé là, ici. Open UV Editor. Là, ici, on a une fenêtre qui s'est ouverte. Et là, on voit qu'il y a mon petit cube. Alors, tout ce que je vais faire, c'est que je vais tout sélectionner. Je vais aller dans les options. Et je vais lui dire, je veux que tu me fasses quelque chose de plat, s'il te plaît. Là, il me dit, tu veux que l'angle soit à 45 degrés et tout ça. Je dis, oui, oui, c'est bon, hein, c'est un cube, 45 degrés, voilà. Et là, il nous a tout déplié. Si là, je sélectionne mes petites faces, je sélectionne mes petites faces. On voit, hop, 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 hop. Maintenant, ce qu'on va faire, on va assembler ça pour, comme je l'ai dit, faire cette espèce de dé. Donc, ça veut dire qu'on aura à un moment un trait de coupure, c'est-à-dire qu'il y aura une ouverture, quelque chose de découpé à un endroit. C'est des fois problématique parce que ça peut se voir sur une texture, donc on va appliquer des caches-misères et tout ça. Donc, ou alors, on va mettre ce trait de coupe à un endroit qu'on ne verra pas. Par exemple, si on devait faire une tête, le trait de coupe, on le mettrait derrière la nuque. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir le cacher avec des cheveux. Quand on va faire des bras, on va le faire au niveau de l'aisselle. On va ouvrir en dessous du bras, ça se verra très peu parce qu'un personnage, on voit très peu en dessous du bras et tout ça. Donc là, moi, je me dis, bon, ce petit trait de coupe, je vais peut-être le laisser là en bas, ici, sur cette ligne-là. Pourquoi? Parce que je pourrais mettre un petit rebord en bois, si je veux, par la suite, pour le cacher. Alors, on va sélectionner ces objets. Voilà. Alors, on va aussi mettre ceci. Alors, ceci, ça va représenter la taille que va avoir votre texture. Regardez, vous allez voir. Si jamais... Ah, il fait son petit... caprice. Voilà. Si je le descends, si je le fais très petit, vous allez voir que tout ça va pixeliser. Ça veut dire que l'objet va être petit, il n'y aura pas une bonne définition de texture. Mais si je l'agrandis, on voit que ça devient de plus en plus petit. Et là, je pourrais mettre des textures, mais d'un détail, mais faramineux, quoi. Donc, voilà, on va faire ça comme ça. Alors, ça aussi, quand on fait des UV, il faut bien comprendre que tous ces carrés doivent être à peu près à la même taille. Parce que si vous avez ça ici, et par exemple ça ici, vous voyez qu'on va se dire, bah là, il y aura de la définition, mais là, il y aura peu de définition. Donc, assurez-vous que tout soit à peu près à la même taille pour qu'on ait la même définition de texture un peu partout. C'est ce qui se fait beaucoup sur certains jeux vidéo personnages. Imaginez, vous avez un personnage, vous voyez des grandes plaques d'armure et tout ça, ça va être grand dans les UV. Mais si par exemple vous voyez des petites vis et tout ça, bah, ils vont les rendre très petites sur l'UV parce qu'ils vont se dire j'ai pas besoin d'un détail monstrueux d'une vis. Ça va juste, c'est un petit truc quoi. Donc on va
pas avoir besoin de trop de détails. Mais les trucs les plus visibles, on va avoir besoin de beaucoup de détails. Donc, là, ce que je vais faire, je vais lui dire, je veux sélectionner mes petites edges et je veux stitch. Donc, clairement, coudre. Je veux coudre mes éléments entre eux. Je vais aller là. Alors, je reste appuyé sur le clic gauche. Je vais descendre là. Et là, il va me dire, OK, tu veux souder ça. Est-ce que tu veux un petit... comment dire ça, un petit décalage entre les soudures. Et je vais dire non, je veux que tout ça soit au même niveau, quoi. Voilà, je valide. Et là, ce que vous voyez, c'est que les lignes vertes ont disparu et que bah, notre UV, bah, maintenant, il continue. Donc là, il a compris, ah, c'est soudé. Là, vous allez voir, je vais vous le faire ici. Là, vous voyez par exemple que c'est vert, ça passe au orange, les lignes ne sont pas forcément alignées. Donc là, je vais lui dire, bah, si, je veux que tu sois soudé. Et là, boum, hop. Tout ceci est enfin ensemble. Et là, on va souder le dernier. Hop. Et là, on voit que tout ça est en un seul bloc. Le seul endroit où on ne pourra pas souder, c'est ici. Parce que pour que ce soit à plat, il faut forcément qu'il y ait un trait de coupe. Parce que si maintenant je venais à le souder et que j'essaierais de lui dire, mets-moi ça à plat, il va tout m'étirer, tout me déformer, il va pas comprendre, il va dire, mais je comprends pas, je peux pas mettre ton objet à plat, tout est soudé ensemble, c'est pas possible. Donc, on va garder ça comme ça. Là, on a le sol, là, on a ce mur. Là, on a ce mur. Et là, on a le plafond. Donc, tout ça, je vais le mettre ici. Assurez-vous aussi que votre UV a à peu près le même positionnement en 2D qu'en 3D. Ça va être plus simple pour après savoir où vous devez texturer votre objet. Donc ce petit onglet que vous voyez là, que j'essaye d'appuyer depuis tout à l'heure, mais que Max ne veut pas parce qu'il a une petite lubie à lui, qu'il faut désélectionner, resélectionner, et voilà. C'est ce qu'on appelle un scaling. Donc c'est agrandir ou rétrécir. Quand je clique sur cet objet, je reste clic gauche, et voilà. Et là maintenant, je peux mettre ça ici. Et on a donc notre objet. Donc maintenant, je vais aller dans mes outils. Je lui dis, j'aimerais bien que tu me rendes une image de ça. Je clique dessus. Il va me dire, très bien. Quelle taille tu veux? Alors, la taille, c'est quelque chose de très important. Et c'est toujours en carré. C'est soit 512 par 512. Après, on le double, 1024 par 1024. 2048 par 2048 ou 4096 par 4096. C'est toujours en doublon. Et d'ailleurs, petite anecdote intéressante dans la 3D, c'est la Nintendo 64 en fait. La Nintendo 64, c'était parce que tout était en 64 par 64. C'était 64 bits, c'était des textures de 64 par 64, qui après est arrivé en 128 par 128, qui est arrivé en 256 par 256, pour arriver après en 514 par 514. C'est c'est comme ça que tout a commencé, quoi. Et donc moi, je me dis, j'aimerais quand même une bonne définition, mais pas une trop grande, donc je vais le faire en 2048 par 2048. Là, il demande les edges. Alors les edges, ce sont les lignes. Toutes ces lignes. Tu les veux en quelle couleur? Je lui dis, je les aimerais bien en blanc. Vous allez comprendre pourquoi. Maintenant, je lui dis, rends-moi une image. Là, on peut voir qu'il me fait apparaître un nouvel onglet. Je peux dézoomer un peu. On voit pas grand-chose, mais c'est pas grave. Je sais qu'il me l'a rendu. Et je vais lui dire, sauvegarde-le-moi, s'il te plaît. Donc, je vais le mettre sur mon bureau. Je vais l'appeler UVW, tac, l'habit. Et je vais le mettre en PNG. Pourquoi je le veux en PNG? Parce que je veux qu'il y ait une transparence dans le fond. Je veux que cet objet soit rendu sans fond. Juste le dessin des UV. Et je lui dis, voilà, sauvegarde-moi ça. Là, il me pose des questions. Tu le veux en RGB 48 bits avec beaucoup de couleurs? Tu veux juste du gris? Tu veux du gris en 16 bits? Tu veux du RGB en 24 bits? Je dis non, non. Le truc de base, c'est bien.
Donc ça, je peux fermer. Ça, je peux fermer. Maintenant, je n'ai plus besoin de ce modifieur-là, du VW, donc je vais lui dire, tu vas me l'écraser. C'est pas grave si on l'écrase. Max est intelligent, il va sauvegarder les paramètres, il va comprendre qu'il faut garder ça en mémoire. Parce que là, regardez, je l'écrase. Je vais dire oui, boum. Je peux revenir, hein, lui dire, ah, au fait, j'ai fait une erreur, j'aimerais modifier mon UVW. Chopin, il me l'a gardé. Donc, on peut écraser des paramètres, il les gardera en mémoire sans problème. Donc, maintenant qu'il m'a rendu ça, on va ouvrir un petit logiciel. Et en attendant que le logiciel s'ouvre, si des gens ont des questions, ben, je suis tout oui. Ah. Pour ceux qui nous regardent, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vois que malheureusement Bishmark nous a quittés. Parce que, il faut aller manger. Ah, alors on a Roger qui nous dit je regarde, je regarde. Très bien Roger, mais si jamais tu as des questions à poser à Alexandre, n'hésite pas. Alors que ce soit justement sur ce qu'on est en train de faire là actuellement, ou comme Bishmark, si tu as des questions sur la modélisation 3D, l'impression 3D, si peut-être toi aussi tu aimerais comme Bishmark faire je sais pas, de l'optimisation d'objets, ben écoute, n'hésite pas. Et ben, si Dominique aussi a quelque chose à nous dire sur ça. Alors, je n'ai pas entendu de musique de fond, donc c'est peut-être pour ça que Dominique n'est pas encore intervenu. Ah là, j'en mets pas de la musique de fond. Bon. Vu que j'ai dû switcher de PC parce que bah, mon Chrome marche sur mon autre PC, je suis sur le PC de ma copine qui a un certain âge et donc qui peine à ouvrir des logiciels. Donc, bah, je pourrais passer directement à l'étape, enfin, montrer ce qui va se passer pour les autres étapes. En fait, on va vouloir créer après des nouvelles sections. Donc, ce qu'on va faire, on va maintenir, alors que je ne dise pas de bêtises, c'est Shift enfoncé, clic gauche, et on va pouvoir, en tirant, dupliquer notre objet. Là, on va lui dire, je veux que ce soit une copie, pas une instance. Une instance, c'est quelque chose de... En fait, quand Max, on lui dit, je veux que tu me crées une instance, ça peut être très serviable quand on a 20 fois le même objet dupliqué et qu'on ne veut pas les retoucher les uns après les autres. On va lui dire, je veux que tu sois une copie instantielle, ce qui fait que quand on va modifier un des objets au niveau de sa topologie, au niveau des points ou des lignes et tout ça, il va l'appliquer sur les 20 autres objets. Donc là, sur le projet de labyrinthe avec ma conjointe qu'on est en train de créer, par exemple, je suis en train de créer une bibliothèque, une salle parce qu'on veut faire un manoir style Resident Evil, et donc il y a forcément la grande bibliothèque, comme dans chaque manoir. Et pour créer les armoires de bibliothèque, vu que ça va être la même bibliothèque dupliquée une dizaine de fois, je ne vais pas m'amuser à modifier chaque objet à part. J'ai juste dupliqué 20 fois ma bibliothèque, et j'en modifie une, et les autres, elles suivent. Et après, on pourra le rendre indépendants les uns des autres. Donc là, je veux juste une copie. Et voilà, j'ai une copie. Et là, on va appliquer un petit outil qui s'appelle la symétrie, où on peut le faire avec un miroir. Hein. C'est soit la symétrie, soit le miroir. Moi, j'ai utilisé la symétrie parce que je préfère la symétrie au miroir. C'est un petit choix personnel, hein, mais les deux se valent. Donc, pour chercher comme ça aussi, ce que vous pouvez faire, vous connaissez le nom de votre modifieur, vous faites un clic gauche, vous dites « Je veux un unwrap », je tape sur U, boum, il m'y emmène. Ah ben non, je veux une symétrie, S, boum. Ah, c'est pas celui-là, S, S, S. J'appuie sur S jusqu'à ce qu'il me mette le bon truc. Là, je le vois là en bas, je dis « Ok, je veux ma symétrie ». Et là, boum, il m'a créé, vous voyez, un petit... Et là, on voit... Je veux que tu me fasses une symétrie sur X. Donc là, si je monte le maillage... Alors, pour montrer le maillage, c'est F4. Vous voyez? Il a créé quelque chose ici. Si j'avais fait sur Y, hop, sur Z. Alors, on applique ça souvent dans la 3D, surtout quand on bosse des personnages, parce qu'un corps humain est à
90% symétrique. Donc, c'est-à-dire qu'on va que travailler sur une partie et en appliquant la symétrie, ça va travailler sur l'autre partie. En fait, si par exemple je bossais que sur le côté droit, ça va appliquer sur le côté gauche ce que je suis en train de faire. C'est très utile parce que c'est pareil que comme pour l'histoire de la bibliothèque, je ne vais pas m'amuser à modéliser tout le côté droit et après essayer de faire tout le côté gauche. On va faire ça en même temps. Mais là, ce pourquoi j'ai besoin de la symétrie, j'ai besoin d'une symétrie sur X. Et là, vous voyez qu'il y a le miroir. En fait, c'est ça, la symétrie, c'est comme si vous aviez un miroir à un objet, quoi. C'est-à-dire que quand vous posez cet objet, ben, il est reflété de l'autre côté. Et ce miroir, on va le bouger. Je vais donc utiliser cet outil-là qui est la rotation. Et je vais activer ceci qui est un aimant. En fait, parce que si maintenant j'utilisais la rotation comme ça, je pourrais la bouger avec une certaine fluidité, mais moi, je veux que ça respecte les angles phares de la rotation, c'est-à-dire 15, 30, 45, 70, 95 et tout ça, quoi. 90, pardon. Donc, j'ai cliqué là-dessus et je lui dis, voilà, je veux que tu ailles seulement à 90 degrés. Et là, on vient de créer une section coudée pour votre couloir. Et après, pareil que pour l'autre, on peut lui dire, je veux faire un collapse. Et là, maintenant, hop, je tourne. Et si je voulais que ça et ça se soient ensemble, je vais aller sur cette petite chose qui est un snap. Donc, c'est un aimant. Je vais faire un clic droit dessus et je lui dis, je veux que tu me snaps, pas les faces, mais les points. Seulement les points. Voilà, ça c'est bon. Et quand je vais aller sur ça, je vais lui dire, je veux que tu bouges sur X. Donc, je le bouge vite fait sur X. Je vais aller à l'endroit où se situe mon point, cliquer et lui dire, alors, vu que je n'ai pas activé, ça ne marche pas. C'est-à-dire que je peux rentrer l'objet et tout ça. Je vais appuyer sur S. Et comment vous savez que votre snap est activé? Vous voyez, il y a un carré ici, en dessous de votre barre. Sur S, il est en rond. Enfin, quand ici, c'est activé, c'est rond. Quand c'est libre, c'est carré. Et là, vous allez voir, hop, je dis maintenant, vous voyez, j'ai un petit point jaune qui apparaît. Et là, il comprend, ah, tu veux snapper un vertex. Enfin, un point, si vous préférez. Là, je le bouge. Et quand je vais aller sur l'autre point, boum! Et là, vous voyez, vous avez une section racolée à une autre. Donc là, je vais faire un CTRL Z pour remettre mon petit objet au loin. Et si maintenant je voulais créer une section en T, j'aurais juste à faire symétrie. Hop, sur X. Et voilà, j'ai une section en T. Et si je la bouge, ben on se rend compte que ça snap toujours. Il n'y a pas d'ouverture. Tout est bien fait. Donc, on va passer sur ce bon vieux Photoshop. Alors, là, ce que je vais faire avec Photoshop, c'est que j'ai créé un UV. Là, UV l'habit. Je vais aller le drag and drop dans mon fichier Photoshop. Donc là, vous voyez rien. Vous voyez rien. Pourquoi? Parce que ce sont des lignes blanches sur un fond transparent. Ça ne peut pas marcher. Donc, je vais juste dire, je veux créer un nouveau calque que je vais mettre là, que je vais appeler le fond. Et je veux un fond noir. Là, je vais venir avec cet outil-là, donc le pot de peinture. Mets-moi un fond noir, s'il te plaît. Et là, oh, on a notre objet. Et ceci va servir donc, en fait, si vous voulez, vous avez mis un objet 3D en 2D, mais il conserve les coordonnées, en fait, de votre objet. C'est comme si vous faisiez, comment je pourrais dire ça? Un plan GPS, en fait. C'est-à-dire, vous avez une latitude, une longitude, tout ça. Et ben en 3D, ça va être pareil. Votre objet, vous l'avez déplié à plat dans des coordonnées. Il va sauvegarder ces coordonnées et il va savoir que quand vous allez dessiner, bah, si vous mettez un point ici, il va comprendre que cette coordonnée-là, sur votre objet en 3D, se référera à cette coordonnée-là sur l'objet en 3D. Donc, là, ce qu'on va faire, on va aller hop, tirer un petit rectangle.
On va lui mettre une petite couleur. Alors, on va faire des textures très simples. Hein. Comme dit, je ne vais pas... On va essayer de trouver une petite couleur crème pour... Voilà, un petit jaune crème comme ça. Pour tout ce qui est voilà, le crépi. Alors, erreur, on va créer un nouveau calque. On ne va pas le mettre sur le fond. Alors, on va laisser les UV par-dessus. Pourquoi? Parce qu'ils vont nous servir de guide quand on va travailler. Maintenant, si vous voulez changer la couleur de vos UV, hein, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Vous avez juste à aller sur les UV, hop, lui dire c'est lequel nouveau? Non, ce n'est pas ici, ça doit être quelque part là, c'est pas ça. Incrustation de couleur, voilà. Je lui dis, je veux. Allez. Ah non, je veux pas qu'il soit gris. Je voudrais qu'il soit, par exemple, d'une couleur un peu plus flash, quoi, un peu plus. Si je les veux en... Voilà, en bleu, c'est parfait. Voilà. Comme ça, on les voit un peu mieux. Donc, je retourne sur mon objet en 3D. Parce que j'aimerais savoir qu'est-ce qui correspond à mon plafond, qu'est-ce qui correspond à mon sol. Parce qu'on va faire une petite moquette. On va faire une belle moquette, quoi. Le truc impossible à nettoyer, plein d'acariens. La femme de ménage sera contente. Donc, c'est ça, le parquet. OK. Hop. Donc là, on va créer une petite moquette. Je crée toujours des calques à part, hein, donc ça va être papier peint. Alors pourquoi je crée des calques à part? Parce que comme ça, on pourra les travailler indépendamment. Et on pourra toujours revenir les retoucher indépendamment, plutôt que d'avoir tout sur le même calque. Sinon, ça va être une catastrophe. Donc, on va faire une... Alors, vous voyez que je l'ai fait dépasser de mes UV. C'est pour éviter que, à un moment, bah, si vous essayez d'être à ras de l'UV, des fois, vous allez avoir des petits décalages. Vous allez voir qu'il y a une petite coupure et tout ça. Et c'est un peu embêtant. Donc, ce qu'on fait généralement, on le fait toujours un peu dépasser les textures de nos UV pour permettre de ne pas avoir de coupures ou des choses comme ça. Donc là, toujours, hop, on va appliquer un petit rouge. Voilà, parfait. Ça va être un beau petit tapis. Là, on va... Alors, je vais peut-être même faire un peu mieux parce que j'ai pas envie de... Je vais appliquer un masque. Et là, ce que je vais faire, je vais dire, tiens, je veux qu'il ait des petites bordures dorées. Donc, hop, hop. On va essayer de trouver un jaune d'or. Voilà, ça c'est parfait. Ne l'oublions pas, nous sommes dans un manoir. Les gens ont de l'argent. Ils se permettent des petits goûts de luxe. Ah, oui, je m'en fiche. Alors, un petit jaune doré, j'étais allé vers là, vers une couleur un peu plus orangée, comme ça, voilà, c'est parfait. Voilà. Tout ce que je vais faire, c'est que ça, je vais le dupliquer. Voilà. Ça semble pas trop mal. Maintenant, ce que je vais faire, voilà, pour vous montrer comment ça s'applique, je vais enregistrer ça. Donc, je vais lui dire CTRL-MAJ-S, qui veut dire sauver sous. On va le mettre sur le bureau. On va l'appeler Albédo. Alors, l'albédo, à l'époque, on appelait ça une texture diffuse, c'est-à-dire les couleurs de base. C'est la diffusion, c'est les couleurs, c'est ça. Vous avez les normal maps. Après, par la suite, vous avez les maps DAO, les maps. Et en fait, il y a beaucoup de maps en 3D qui vont servir par la suite. Vous avez donc les maps diffuses qui vont être les maps de couleurs, les normal maps qui vont simuler du volume. Vous avez les... Comment elle s'appelle celle-ci nouveau? Alors, j'ai un trou de mémoire. Les displacement maps qui, eux, vont simuler du polygone et du volume à votre objet, donc ça consomme une ressource monstrueuse. Ça commence à être utilisé dans les jeux vidéo, par contre c'est très utilisé dans les films, ça par contre c'est beaucoup utilisé. Vous avez les maps DAO qui vont être la simulation de la lumière,
Vous allez avoir les curvatures map qui vont être là pour simuler les creux et tout ça. Vous avez la bump map qui va être là pour ajouter un peu de, on va dire, du grain et un peu de volume à votre objet aussi, en plus de la normal map. Donc, il y a beaucoup d'objets, enfin, il y a beaucoup de textures et de choses qui sont utilisées pour permettre de rendre votre objet le plus réaliste possible, quoi. Donc là, on a donc notre objet. Allez, tu peux le faire. Tu peux le faire. Ben. Donc là, on va aller sur les matériaux. Alors, matériaux, il y a un raccourci pour Max qui est M. Donc, j'ai appuyé sur M. Mais comme dit, la machine est un petit peu vieille. Est-ce que c'est encore Google Chrome qui fait des siennes ou maintenant c'est ton logiciel? Non, non, là, c'est le logiciel. Mais en fait, c'est que ma copine a un ordinateur portable qui commence à avoir un certain âge. Donc, ces logiciels demandent quand même pas mal de ressources, hein. Je crois que 3ds Max, pour un logiciel de 3D, je crois qu'il est déjà à une trentaine de gigas. T'es en train de me dire que les logiciels, c'est comme les êtres humains. Au bout d'un certain temps, c'est moins performant. Bah oui, avec l'âge, au bout d'un moment, ça meurt, hein. Seulement, ils ont une durée de vie un peu moins haute qu'un être humain. Voilà, donc en appuyant sur M, j'ai ce petit truc qui est apparu qui est mon éditeur de matériaux. Un matériau, c'est ce que vous allez appliquer sur votre objet 3D. Donc, on va faire un clic droit. Je lui dis, je veux un matériel. Alors ça, c'est en fait quel moteur de rendu vous utilisez avec 3ds Max. Vous avez le V-Ray qui est un matériau qui permet de faire des rendus réalistes, très réalistes, hein, qui consomment beaucoup de ressources, mais qui permet de faire des rendus proches de la réalité. On peut faire des choses sublimes avec V-Ray, et voilà. Vous avez le Skyline, qui est le moteur de rendu de base de 3ds Max, qui est souvent utilisé pour le jeu vidéo. Et en général, bah ça, c'est tous les autres matériaux. Le général, c'est tous les sous-matériaux ou les sous-modifieurs que vous allez utiliser pour vos matériaux. Donc, nous, on est en Skyline. On va dire, je veux un Skyline et je veux quelque chose de standard. Je n'ai pas du ray trace, je n'ai pas de l'architectural ou je n'ai pas de. Alors, Advanced Lighting Override. D'accord. Donc, on va juste utiliser un standard. Là, vous voyez qui m'a fait apparaître ceci. Et là, vous voyez, vous avez diffuse color, donc c'est ce que je parlais, c'est l'albédo. À l'époque, on disait une diffuse, aujourd'hui, on dit plus l'albédo dans le jeu vidéo. On a la diffuse, la spéculaire. Alors, la spéculaire, je crois que c'est tout ce qui est niveau brillance, tout ce qui va être brillant. La glossiness, c'est pareil, c'est à peu près, ouais, c'est aussi une forme de brillance, si je ne me trompe pas. Je ne sais plus si c'est la spéculaire ou la glossiness. Je m'en sers très peu, donc. Mais je crois que les deux ont à peu près le même effet. Vous avez la self-illume. Donc ça, si vous voulez rajouter une émission de lumière à votre objet, si vous voulez qu'il brille, par exemple, si vous avez fait un écran d'ordinateur, l'écran d'ordinateur va émettre une lumière, vous pouvez simuler ça avec une map qui va être en noir et blanc, hein, tout bête. Ce qui va être le plus blanc va être le plus éclairé, ce qui va être le moins blanc va être le moins éclairé. Vous avez l'opacity, donc ça, ce sera pour simuler des maps de transparence. Filter color, je ne sais pas ce que c'est, j'ai jamais utilisé. Vous avez le bump, ce que je vous parlais, hein, le bump ou la normale. La réflexion et la réfraction. Donc ça veut dire ce que ça veut dire, hein, c'est la réflexion ou la réfraction de la lumière. Et la displacement, que je disais justement, qui simule du volume et des polygones pour rajouter du volume et de la définition à votre objet. On va plutôt utiliser la diffuse color. Donc j'ai double-cliqué sur ce petit pinceau, et là il me dit, tu veux utiliser quoi? Alors, vous voyez qu'il y a plein de choses, mais nous ce qu'on a besoin, c'est juste d'une bitmap. Voilà, tout bêtement, c'est une bitmap. Et là il me dit, très bien, et qu'est-ce que tu veux comme texture? Alors là je lui dis, bah, sur le bureau, j'ai créé une texture pour toi, toute prête, qui est ici, quelque part. Alors, vu que je l'ai appelé Albedo Labi, voilà. Donc, il utilise toute forme de fichier, hein, du PSD, donc du Photoshop Document, du PNG, du JPEG et tout.
Généralement, on utilise plutôt du PNG ou du Targa pour la 3D, pour avoir plus d'informations dans la texture. Là, on va utiliser le fichier Photoshop. Donc là, il me le montre, il me dit, c'est ça? Et je dis oui. Alors, il me dit, est-ce que tu veux écraser tous les calques? Je dis, bah oui, c'est bon. On pourrait les mettre en individual layer parce que, en fait, avec 3ds Max, on peut peindre aussi directement sur son objet en 3D. Donc, si on met des layers en individual, dans l'outil de peinture de 3ds Max, il va me garder tous les layers que j'ai créés pour pouvoir peindre après dessus via le logiciel. OK. Donc là, on voit qu'il me dit, OK, tu as ce matériel, mais ce matériel n'est pas encore appliqué à mon objet. Donc, je vais cliquer, drag and drop, vous voyez, en restant appuyé, il me fait un petit filament comme ça. Et je lui dis, OK, je veux que tu le mettes là-dessus. Donc là, il charge. Il est en train de se dire OK. Pour l'instant, vous voyez que rien ne se passe. Pourquoi? Parce que je n'ai pas dit à mon matériel de me l'afficher ici. Et là, on a deux petits boutons. Et c'est celui-là. Show Shaded Material in Viewport. La viewport, c'est la vue que vous avez de votre objet en 3D, donc le truc sur lequel vous travaillez. Et donc là, il me dit clairement, tu veux montrer ton matériel dans ta vue de travail? Je lui dis, bah oui, je veux. Boum. Et là, vous voyez, la couleur vient de s'afficher. Là, on ne voit pas à l'intérieur. Pourquoi? Parce que on est à l'intérieur d'une boîte, il n'y a pas de lumière, donc je vais appliquer une petite lumière vite fait, bien fait. Donc je vais aller là, Light. Je veux des standards, et je vais dire, je veux une lumière omniprésente. Boum. Voilà. Et là, hop. Hop. Alors, s'il ne me le montre pas, c'est parce que je parie que les lights ne sont pas activés. Non. Je veux ça. Donc, il me le montre toujours pas, et je pense savoir pourquoi. C'est parce que... oui, je veux. Veux-tu, s'il te plaît, me flip les normales? Flip. Et voilà. Et là, vous voyez, on a notre petit tapis. Et notre papier peint crème. Et maintenant, je peux aussi l'appliquer sur celui-là. Et là, vous allez voir que vu qu'on a... alors là, par contre, je vais juste collapse tout parce que les UV vont vite m'énerver. Je retourne sur mon éditeur de matériel en appuyant sur M et je lui dis, tiens, j'aimerais que tu me l'appliques aussi à celui-là. Maintenant, lui, le problème, c'est qu'il a les normales qui sont dans le mauvais sens aussi. Et là, je vais lui dire flip. Et là, vous voyez, oh, bah, ça fonctionne. Après, parce qu'on utilise des textures très simples qui sont carrées et tout ça, donc là, on n'aura pas vraiment besoin de mettre de cache-misère ou quoi que ce soit. Et vu qu'on a toujours pris la même section pour créer notre objet, allez, chope-moi le point. Non, pas sur Z. Alors là, il l'a fait pourquoi? Parce qu'en fait, comme je l'avais dit, Max se rappelle des dernières actions qu'on fait. Donc là, il faut que je lui dise, je veux que bouger sur X. Voilà. Et je peux faire pareil avec Z, hein, si je leur ai dit, voilà, hop, tac, comme ça. Non, je veux que tu bouges que sur Z. Il comprend que je peux que... Là, vous voyez, je peux aller à droite et à gauche, je peux le bouger dans tous les sens. Mon curseur, il n'ira ni sur X, ni sur Y. Il a compris que je n'ai que bougé sur l'axe Z, donc il veut que je bouge l'objet sur l'axe Z. Et là, on peut voir que, hop, si je découpe, je fais un petit F4. Alors, juste, hop. Vous voyez que on a un labyrinthe qui tile et les textures qui tile aussi. Alors, on voit une petite ligne bleue. Pourquoi? Parce que j'ai laissé les UV actifs. Donc, on va les désactiver. On va refaire un CTRL S. Donc, il sauvegarde. Je peux retourner sur mon logiciel de 3D. Et là, vous voyez que, bah, en direct, il a fait la modification. Et maintenant, si je voulais créer d'autres sections, bah, je partirais comme d'habitude d'une de mes sections.
Je la duplique. C'est une copie. Je lui dirais, tiens, je veux que tu me fasses une symétrie. Là, j'ai ma section en T. Parfait. Hop. Allez. Je veux que tu tournes à 90. Hop. Et je veux que ça et ça. Hop. Et là, on peut voir qu'on commence à avoir un petit couloir simple, efficace, qui marche bien. Là, je peux dupliquer celui-ci. Hop. Hop. Je lui dis, tiens, colle-toi à ça. Hop. Alors, on a une remarque de Roger dans le chat qui nous dit que Oui. ça semble facile comme ça. Bah, c'est juste de la pratique, en fait. C'est à force de pratiquer et de s'entraîner qu'on trouve des solutions très simples pour faire de la 3D, quoi. Je prends un exemple tout bête, hein. Il y a quelques semaines de ça, je ne savais même pas comment bien modéliser, sculpter des yeux sur ZBrush. J'ai passé, je crois, 2-3 jours à faire que ça. J'étais que en train de faire des yeux, j'essayais de comprendre comment ça marche, pourquoi et tout ça et tout. Et à force de faire et de refaire et de refaire, c'est rentré tout seul. Et il faut pas forcément bosser pendant des heures et des heures. Juste faire quelques minutes tous les jours est amplement suffisant, quoi, pour modéliser. Et comme dit, c'est toujours les mêmes outils, en fait. Hein. C'est jamais quelque chose de... Faut jamais trop essayer de papillonner à droite et à gauche. C'est juste... Voilà, là, j'ai créé une croix. Hein, je veux dire, j'ai juste, en fait, dit symétrie, Y, hop, voilà, c'est parfait. Et là, on peut avoir une section en croix. On a tous commencé quelque part. C'est comme la mécanique. Moi, demain, on me dirait, vas-y, monte-moi un moteur de moto. Je dirais, non, c'est compliqué. Mais une personne qui l'aura fait toute sa vie ou qui est un peu, qui a un peu travaillé sur le truc va se dire, ah ben non, mais c'est pas compliqué. Ou c'est comme un cuistot qui arrive à te faire une très bonne tarte. Toi, dès que tu veux faire ta première tarte toi-même, le truc, il bronde, il dégueule de partout. Mais à force de le faire un peu chaque jour, ben, ça se met en place, quoi. Honnêtement, tout le monde peut arriver à faire de la 3D. C'est vraiment... Alors, il y a Roger qui nous dit c'est pas faux. Est-ce que c'est le mot côtelette que tu n'as pas compris, Roger? c'est ce que j'allais dire. C'est côtelette que vous n'avez pas compris. Sinon, il a dit qu'il avait créé sa future maison en 3D alors qu'il n'avait jamais touché à SketchUp et à la 3D au final. Mais attends, tu dis quoi? Ça reste limité. C'est pour ça que je vise Fusion pour la création de chars. Alors, Roger, en fait, il a une envie de créer des chars. Oh, très belle ambition, hein, très beau projet. Tu nous montreras tes chars, Roger. Donc là, on va un peu aligner ça. Hop. D'ailleurs, Roger, hein, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à nous rejoindre sur notre serveur Discord et n'hésite pas à partager dans l'onglet modélisation 3D si tu as justement des petites créations. Alors, Roger nous dit que c'est plutôt pour du print 3D et des jeux de figurines qu'il a envie de faire ça. Évidemment, je n'imaginais pas, Roger, que tu allais créer un char de 3 mètres de long et envahir l'Alsace avec. Ce serait pas bien. Donc voilà, on peut voir que vous avez votre labyrinthe. Alors, et là, justement, je me rends compte qu'il y a des coupures. Et pourquoi est-ce qu'il y a des coupures? Alors que c'est le même objet. Raconte-moi ta vie, camarade. Pourquoi est-ce que tu mets des coupures? Intéressant. Et vous voyez, des fois, vous faites un truc qui est censé fonctionner, et pourtant, il a décidé de se dire que non, il ne veut pas. Alors, je sais que ça déconne. Tu peux me montrer la texture, s'il te plaît? J'aimerais voir où ça déconne, s'il te plaît. Roger aussi pose la question de savoir où ça déconne. Regarde.
Tu vois ici, les dorures, elles sont décalées, alors que Oui. normalement, elles devraient être alignées. Elles ne Mhm. devraient pas être décalées. Donc ici, quelque part, il y a quelque chose qui déconne. Et ça ne me plaît pas. Donc tout ce que je vais faire, c'est que je vais retoucher un peu mes UV à la main, parce que je sais exactement où est le problème. Alors, il est midi 15. Je ne sais pas si tu en as encore pour longtemps, puisque je pense Non, qu'on c'est va. bon. Là, après tout ce que j'ai fait, tout ce que je fais, c'est que je corrige un peu mes UV, hein, c'est tout. C'est Ok. je corrige un tout petit peu. Et là, on peut voir que bah, maintenant, ça va un peu mieux. Alors, ben, pour ceux qui nous regardent, ben, si vous avez peut-être encore une question à nous poser avant qu'on mette un terme au live, sinon, ben, je vous invite encore une fois à nous rejoindre sur Discord pour pouvoir participer avec nous. Si vous avez peut-être des idées hein, pour la prochaine fois, Bishmark, lui, nous a parlé de son envie de customisation de De manettes. manette. Donc, voilà, je ne sais pas si toi, Roger, tu as peut-être envie, justement, vu que tu nous le dis, que tu aimes bien faire des chars en modélisation 3D pour des jouets, évidemment, et pas pour faire la guerre. Si tu as peut-être envie qu'on parle de cette thématique, c'est vrai, comme je l'ai déjà dit au début, on avait déjà abordé le sujet avec Warhammer 40 000, où tu nous avais fait la modélisation d'un char de Warhammer 40 000. Exact. Voilà, donc si c'est des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas. Hein, donc que ce soit sur notre Discord ou quand vous verrez notre vidéo en replay, n'hésitez pas à nous dire si vous avez des envies. Voilà. En tout cas, moi je remercie les personnes qui ont été là, les personnes qui ont participé. Il y avait un peu plus de monde aujourd'hui. Je vois que ça commence un petit peu à prendre. Alexandre, je ne sais pas si tu as un petit mot de la fin pour ceux qui nous regardent. Oui, alors des petits mots de la fin. Alors, laissez-moi réfléchir. Bah, comme a dit Roger, quand on voit quelqu'un modéliser en 3D, on se dit, waouh, quand il le fait, ça a l'air tellement simple. Je peux vous dire en fait que bah, personnellement, ça m'arrive aussi tous les jours. Hein. Là, j'essaye comme dit, de modéliser un personnage en cartoonisé un peu mais dans l'optique cyberpunk. Et je veux lui créer un espèce de masque qui lui prend quasiment tout le visage, un peu comme Strife dans Darksider 3. Non, pas 3, Genesis, pardon. Et c'est quelque chose que je n'ai jamais abordé. Je ne sais pas comment le faire. Je me dis, oh mon Dieu, purée, j'ai jamais fait ça de ma vie. Je vois des gens le faire, ça a l'air tellement simple et tout. Mais après, j'ai commencé à me dire, bon, allez hop, on va prendre son courage à deux mains, on va essayer de le faire. Je sais que je vais me casser la figure 20 fois avant de réussir à faire quelque chose d'à peu près potable. Et ça commence tout doucement à rentrer. C'est comme du vélo, en fait. Au départ, vous avez les petites roulettes. On vous montre un peu comment il faut faire et tout ça et tout. Et un jour, on vous enlève les petites roulettes. Vous tombez une fois, deux fois, trois fois. Et la quatrième fois, vous arrivez à faire du vélo. La 3D, c'est pareil. Tout le monde peut y arriver. Il suffit juste de mettre les mains dedans, de tomber 2, 3, 4, 6, 7 fois. Et après, bah, ça vient et on se dit, ah, j'ai compris, c'est magnifique. Tout le monde peut le faire. Et aujourd'hui, en plus, avec Internet, avec les outils que nous avons, il y a des centaines de tutos, il y a des centaines de bons modeleurs qui montrent comment bien modéliser, comment naviguer dans les logiciels. Où il y a des gens comme moi qui font des lives avec Lio, avec Gamer Voice, qui en direct vous montrent comment un peu naviguer dans ces logiciels facilement. Et tout le monde peut y arriver. C'est à la portée de tout le monde. Tout le monde peut le faire. Bon, ben, je crois que ce sera la phrase de conclusion. Tout le monde peut le faire. C'est presque une phrase de manga, ça j'ai l'impression. Presque. Ok, bah écoutez, il n'y a pas de nouvelles questions. En tout cas, bon, il y a Roger qui nous a chaleureusement remercié du live. Merci à toi, Mais de Roger. rien. Oui. Bishmark aussi nous avait remercié avant de partir aux toilettes, mais merci à toi, Bishmark. J'espère que ça se passe bien aux toilettes. Voilà. Bah écoutez, moi je vous dis au revoir et pour tous ceux qui nous regardent là en live ou qui auront la possibilité de voir la vidéo incessamment sous peu. Hein, je vous rappelle qu'à 18h, on a le tournoi d'Among Us. Et donc, toi, Alexandre, tu n'as pas eu l'occasion de te préparer, donc tu ne participeras pas au tournoi Among Us. Non.
puisque tu ne maîtrises pas. Tu connais le jeu quand même. Oui, j'ai regardé des petites vidéos faites par Frédéric Mola, Antoine Daniel et tout ça qui ont beaucoup joué au jeu, où j'ai vraiment trouvé le jeu intéressant et très drôle, quoi. Après, le truc, c'est de savoir plaider sa cause, qui est un peu compliqué, parce que moi, le truc, c'est que dès qu'on m'accuse de quelque chose, je m'énerve assez vite, hein. Je suis là, mais c'est pas moi, foutez-moi la paix et tout. Donc je me dis, c'est un jeu qui risque de mettre un peu mes nerfs à l'épreuve. Ça pourrait être intéressant que tu sois en live avec moi ce soir, justement pour Among Us, pour avoir l'avis d'une personne justement qui n'y connaît rien, pour qu'on puisse décrypter ce qui se passe. Qu'est-ce que tu penses de ça, Alexandre? Ah, ce serait super intéressant, hein. Moi, j'allais justement demander s'il y avait un live ce soir sur Among Us, parce que je voulais le voir. Je voulais voir comment notre communauté joue à ce jeu. Il y aura voir comment. Et j'ai hâte de voir la défense de certains, alors que ce sont des meurtriers en puissance. Alors, il y aura un live Among Us. Écoute, ce soir, et si ça t'intéresse, tu peux faire le deuxième commentateur avec moi, puisque je me suis rendu compte, c'est vrai que la dernière fois, avec la coupe de Scribio, être tout seul, bon voilà, c'était bien, mais ça empêche de pouvoir rebondir avec quelqu'un sur des actions. Voilà. Donc, si jamais, ce soir, donc, nous serons à nouveau en live avec Alexandre, mais cette fois-ci, on vous parlera de Among Us. Donc, n'hésitez pas. Et d'ailleurs, il reste encore 2 ou 3 places pour ceux qui ont envie de s'inscrire. Voilà, donc inscrivez-vous. Ouais, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte d'assister à tout ça. Ok, bon écoute, je vous dis bon dimanche, bon appétit, et toi aussi, bon dimanche à tous. On se retrouve ce soir. À ce soir, ouais. Bon appétit et bon dimanche à ce soir. Ok, écoutez, ciao à tous et rendez-vous à partir de 18h. Ciao. Ciao, ciao.